manifester pour réclamer leur droit de vote. Ouais. Et cela a fait tache d'huile à travers le monde entier parce que à partir de cette date-là, toutes les femmes de toutes les contrées, de tous les continents se sont levées pour réclamer leurs droits. Ça a été une source d'inspiration. Effectivement. Donc, il y a eu beaucoup d'inégalités, il y a eu beaucoup d'inéquité dans les droits. Donc, toutes les femmes se sont levées et se sont organisées. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup d'acquis. Mais les femmes ont continué à revendiquer leurs droits. Et c'est ce qui nous a amené à célébrer cette journée internationale de la femme qui est maintenant entrée dans le calendrier de tous les continents. À travers le 8 mars, évidemment. À travers le 8 mars, bien sûr. Maintenant, pour le thème de cette année, puisque chaque année nous avons un thème global et des sous-thèmes, mais le thème central cette année, c'est pour un monde digital inclusif, innovation technologique et pour l'égalité des sexes. Et quand vous entendez le thème là, c'est un thème qui vient à son heure. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le numérique est actuellement dans nos maisons, le numérique est partout présent dans notre vie. Et c'est un processus. Et ce processus-là, les femmes ne doivent pas être en rade. Parce que c'est un facteur facilitant. Et ça favorise aussi le déploiement de technologies pour l'éducation, pour le commerce, pour le transport et dans tous les domaines. Donc, ça devient indispensable dans notre vie. C'est pourquoi il y a eu des changements et il faut s'attendre à de nouveaux paradigmes. Et quand il y a un nouveau paradigme, il faut changer de stratégie, il faut changer de comportement pour aspirer à un développement. Quel rôle les femmes doivent jouer justement dans le monde technologique inclusif digital? Voilà, c'est la exactement. C'est ça la question. Je voulais dire que quand on change de paradigme pour aspirer à un développement, ce n'est pas seulement avec les hommes. Parce que nous constituons plus de 50% de la population. Donc, si on veut écarter les femmes, ça devient problématique. Et là, je voudrais quand même faire peut-être l'état des lieux. Parce qu'actuellement, pour accéder à Internet, d'après les statistiques, il y a 52% des femmes qui accèdent à l'Internet. À côté, nous avons 62% des hommes qui accèdent à l'Internet. C'est un acquis majeur. Oui. Mais le travail reste à faire. C'est un acquis, mais ça reste timide quand même. Il faudrait pousser encore pour que les femmes accèdent à l'Internet. Parce qu'à partir de l'Internet, on peut faire beaucoup de choses. Exactement. On peut émerger, les femmes peuvent vendre en ligne, elles peuvent apprendre, il y a l'alphabétisation fonctionnelle, il y a tout cela. Mais on a remarqué qu'il y a une fracture numérique. Il y a un gap qu'il faut combler. Les hommes sont présents là où tout se décide avec les nouvelles technologies, alors que les femmes sont derrière. Maintenant, il faudrait une discrimination positive pour qu'on soit au même niveau. Ces postes-là occupés par les hommes peuvent être occupés par les femmes. Et c'est avéré qu'avec la nouvelle technologie, avec toutes les femmes ont des smartphones. Hein, on doit accentuer la formation. Surtout, j'allais dire, il faudrait d'abord être formé pour avoir les compétences requises quand même. Tout à fait. Il faut les former, il faut les outiller, il faut alléger l'accès à Internet pour permettre même les femmes qui sont dans le monde rural, vraiment de voir ce qui se passe ailleurs, de vendre, d'acheter, de chercher des partenaires par-ci, par-là, vraiment pour leur autonomisation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. D'accord. D'accord. Je le disais tout à l'heure, vous êtes également la secrétaire générale du réseau, évidemment, paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous le savons tous. Aujourd'hui, dites-nous également, parlez-nous de ce réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Quel est le rôle de votre réseau exactement? Voilà, avant de venir à cette question, permettez-moi, Mané, de revenir toujours sur le numérique. Parce que ça m'intéresse. C'est important, donc on va y rester. L'organisation, le réseau, on va terminer avec le réseau. D'accord. Okay. Mais je voudrais quand même qu'on s'y attarde un peu par rapport au numérique. Je voudrais seulement vous donner deux citations
deux citations de deux directeurs, et pas n'importe quel directeur. Le directeur régional de l'Union internationale de Télécom Afrique, qui dit « Plus de la moitié de nos femmes et jeunes filles ne sont pas connectées à Internet. Il est nécessaire de réduire l'écart entre les sexes en augmentant la possession de portables et l'accès à l'Internet par les filles et les femmes. » Vous voyez? Lui, il est à une station qui lui permet d'avoir ces statistiques. Et de comprendre et de donner comment dirais-je, une solution vraiment pour que les femmes soient au top. Et les filles aussi. Le deuxième directeur, ce qu'il dit, c'est ça. Il s'appelle Jean-Paul Adam. Il est directeur de la division de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles à la Commission économique pour l'Afrique aux Nations Unies. Et voilà ce qu'il dit, je le cite. Les filles sont confrontées à la discrimination dans le secteur, car l'informatique a toujours été considérée comme un cours pour les garçons et non pour les filles. Oui, c'est très clair, oui. Parce qu'on considérait que l'informatique, c'était réservé aux garçons. Uniquement aux garçons. C'est seulement les garçons qui devaient vraiment manipuler l'ordinateur, entrer dans les sites, dans les réseaux, etc. Alors que les filles en ont besoin. C'est vrai qu'auparavant, on voyait plus d'hommes, plus de garçons devant les cybercafés, les ordinateurs, et on voyait rarement, mais c'était même vraiment une information de détail, voir une fille à l'époque tenir une machine ou bien manipuler. Tout à fait. Mais ça commence quand même, oui, tout à fait. Ça doit commencer la tendance doit être renversée. Parce que actuellement, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau de l'université, pour que les filles embrassent les matières scientifiques. Putain, ça commence, mais j'ai comme l'impression que vous voulez vraiment quand même accélérer la cadence pour ne pas répéter. Oui, mais il faut accélérer la cadence. Ah, mais pour ne pas répéter Mimi Touré. Parce qu'on a besoin de développement. Oui. Depuis que les femmes sont laissées en rade, hein, le développement tarde à venir. On n'a pas encore atteint l'émergence. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, il faut faire une analyse profonde des causes, des raisons de ce retard-là. Et les causes profondes de ce retard, c'est que les femmes sont laissées en rade, les filles sont laissées en rade. Donc, il faudrait que les filles et les femmes soient outillées davantage et leur permettre d'embrasser des filières scientifiques vraiment pour atteindre cette émergence. Donc, vous voyez la problématique de l'accès de ces filles et des femmes aux nouvelles technologies et au numérique. Quelle place pour la sensibilisation, pour les encourager davantage d'embrasser les matières scientifiques? On est dedans, au niveau des écoles, il y a des cellules, genre. Quand on parle de genre, les gens... qu'à un certain moment, ça a suscité un débat. Oui, mais le débat se trouve là. Les cellules genre travaillent pour que les filles excellent dans les disciplines scientifiques, pour que les filles occupent leur place qui s'y est. Donc, voilà la problématique. Donc, il y a des organisations aussi de femmes qui s'activent dans la sensibilisation. La SCOFI sensibilise pour que les filles embrassent ces matières scientifiques-là, hein, pour booster les filles à avoir de bonnes moyennes, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui s'activent là-dedans. Aujourd'hui, le mariage précoce, c'est une histoire maintenant qui est derrière nous. C'est oublié maintenant. Bon, dans certaines contrées, il y a toujours le mariage précoce. Et vous savez, dans nos organisations, chaque organisation a des thématiques à défendre. Si c'est au RESPECO, le réseau paix et sécurité de des femmes de l'espace CEDEAO, là, on s'occupe de tout ce qui est paix, tout ce qui est sécurité. Il y a, par exemple, le réseau Sigil Jigéen qui s'occupe d'autres thématiques. Donc, chaque organisation s'occupe d'une thématique et défend... Domaine d'intervention bien précis. Il y a des domaines d'intervention. Justement, en parlant de ce réseau, effectivement, nous savons que vous êtes la secrétaire générale du réseau, justement, paix et sécurité. Réseau paix et sécurité des femmes de l'espace de la CEDEAO, Communauté économique de l'économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quel rôle jouez-vous vraiment dans ce réseau très concrètement? Voilà, donc je vais peut-être revenir sur pourquoi le RESPECO. Parce que le RESPECO est né dans un contexte particulier.
parce que dans les années 90, il y avait des conflits en Afrique, un peu partout. Au Libéria, en Guinée, il y a eu la rébellion Touareg au Mali, il y a le durcissement du mouvement indépendantiste en Casamance, au Sénégal, il y a eu des violences intercommunautaires à travers l'Afrique. C'est dans ce contexte-là que le RESPECO est né. Sous sous la direction du CCDG, le centre de la CEDEAO du genre. Donc, c'est né à partir de ce contexte-là. Et nous savons bien que, dans ce contexte-là, ce sont les filles, les femmes et les enfants qui ont payé le lourd tribut. Les innocents. C'est des innocents, c'est des couches vulnérables. Il y a eu des violences, il y a eu des morts, il y a eu des déplacements, des populations déplacées. Et là, les organisations de femmes se sont réunies à Abidjan en 2009 pour créer le RESPECO. Parce que les organisations se sont dit qu'actuellement, il est temps que les femmes s'engagent dans le maintien de la paix et de la sécurité et que les femmes s'organisent en tant que médiatrices pour que la paix revienne dans ces contrées-là. Et c'est en 2010 que la cellule sénégalaise a été mise sur les fonds baptismaux. Est-ce que ça a été facile à l'époque, vraiment, voir les femmes prendre le combat, la médiation, les médiatrices des femmes à l'époque? C'était pas facile. Et voir vraiment comment appliquer les paroles des femmes à l'époque. C'était pas facile vu le statut qu'avait la femme à cette époque-là. Exactement, oui. Mais avec la ténacité de ces femmes leaders, avec le pragmatisme de ces femmes leaders, l'organisation a été mise sur les fonds baptismaux. Donc le RESPECO regroupe tous les pays de l'espace CEDEAO. Ah oui, vous êtes représenté dans tous les pays. Ah oui, tous les pays. Il y a des pays francophones, il y a des pays lusophones, il y a des pays anglophones. Donc nous regroupons tous ces pays-là. Et nous travaillons à faire revenir la paix et la sécurité dans tout cet espace-là. Donc, et comme disait souvent dans le préambule de l'UNESCO, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Oui. Oui. Parfois, on a des problèmes environnementaux. Parfois, nous avons la maladie, comme la COVID-19. La paix, c'est la stabilité mentale et spirituelle. Tout à fait, tout à fait. Pas seulement avoir les armes et voilà. Voilà, exactement. Donc, il y a certains pays, dans certains pays, il n'y a pas la guerre, mais il y a des problèmes. Tout à fait. Il y a des problèmes. Et là aussi, le RESPECO est présent. Le RESPECO est présent. Pour coordonner et optimiser les rôles et initiatives des femmes dans la prévention, le maintien de la paix, la reconstruction, le secours. Nous sommes dans tout ça, dans l'espace CEDEAO. Selon certains, les femmes seraient même beaucoup plus efficaces, pragmatiques que les hommes dans le maintien de la paix. Tout à fait. Il est avéré, d'après les analyses, les statistiques, il est avéré que la femme, quand même, peut jouer un grand rôle dans le maintien de la paix. Et je vous donnerai comme exemple seulement la Casamance, avec la plateforme des femmes de la Casamance, qui joue un grand rôle dans le maintien de la paix en Casamance. Et c'est de vraies médiatrices aussi, les femmes. Parce qu'elles sont plus réceptives, elles sont plus souples, et elles peuvent vraiment régler pas mal de problèmes. D'accord, on va revenir dans votre domaine de prédilection. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, vous êtes même un exemple partante. Et vous êtes aujourd'hui quand même enseignante, formatrice, secrétaire générale du réseau paix et sécurité de la CEDEAO. Vous êtes également dans les différentes organisations des ONG. Vous êtes également dans plusieurs autres. Donc, c'est vraiment une dizaine, vingtaine de casquettes que vous portez. Pour moi, c'est une grosse satisfaction de voir aujourd'hui une femme à votre niveau. Peut-être maintenant, c'est la relève. Est-ce que vous travaillez également dans ça? Vous quand même laisser vraiment la relève? Oui, exactement. Nous travaillons dans la relève.
Parce qu'au niveau du RESPECO, nous avons les jeunes. Ouais. Nous avons des jeunes, on les appelle même jeunes porteurs de dynamique communautaire. Donc, ils sont bien organisés et on est en train de les préparer pour assurer la relève. Quels sont les critères? Comment est-ce que vous avez pu les identifier pour pouvoir les regrouper, pour pouvoir les prendre dans... Bon, vous savez, il y a des leaders chez les adultes, mais il y a des leaders aussi chez les enfants. Effectivement. Au niveau des écoles, on a fait le casting et nous avons trouvé quelques leaders. Par exemple, ici au lycée moderne, on a trouvé pas mal de jeunes qui sont avertis et qui peuvent s'exprimer, dire leur réalité, revendiquer, et c'est de jeunes élèves. On a fait le casting et on les a sélectionnés. Et actuellement, ils sont en train d'abattre un travail de titan. En tout cas, on aimerait vraiment quand même voir des jeux dans la dimension de Mme Diaraté Thioro Gueye. La voix parle d'elle-même. Vraiment, c'est une voix quand même autonome, une voix vraiment dynamique, une voix combative. Et voilà. En tout cas, nous recevons, mesdames et messieurs, sur ce plateau, dans ce nouveau numéro, le Dakarois 221, grand entretien, Mme Thioro Gueye, Mme Diaraté Thioro Gueye plutôt. Voilà, elle est enseignante et également elle fait partie de plusieurs autres organisations non gouvernementales. Mme Diaraté Thioro Gueye, vous êtes dans l'enseignement. Depuis quand? D'où est venue cette passion? Dites-nous, c'est important. On vous connaît plutôt avec... On me pose toujours cette question-là. Oui, elle est pertinente à mon avis. Elle est pertinente. Oui. Bon, je suis enseignante depuis... Je suis sortie de l'école normale depuis 92. Bon, je suis entrée à l'école normale en 87-88. Et c'est parti d'un concours. Donc, il y avait le concours de l'école normale. En son temps, je ne voulais même pas être enseignante. Hein. C'était quoi avant d'embrasser le métier d'enseignant? Je voulais continuer mes études à l'université, faire des études supérieures. Et puisque je suis née d'une famille enseignante, père, mère, tante, frère... C'était normal, le virus était là? C'était normal. Le virus était déjà là? Donc, mon père nous a orientés et c'était un enseignant de l'ancienne époque. Ouais. Donc, l'enseignant moderne, ouais. Très rigoureux. Ouais. Hein? Tout à fait. Et il nous a orientés, mes frères et moi, à embrasser ce métier et je ne l'ai pas regretté. Donc, j'ai fait 4 ans à l'école normale. Et vous savez, en son temps, l'école normale formait des enseignants de qualité. Ouais. On était à Thiès, à Germaine Le Goff. Donc, on était bien formés, aussi bien dans le cadre de l'enseignement que dans le cadre de l'art ménager. On nous préparait à affronter la vie de couple. Parce qu'on faisait la couture, on faisait la cuisine, on faisait tout. On tricotait, on faisait tout. Donc, c'était une très bonne formation. 4 ans pour être institutrice. Après cela, j'ai été affectée en 92 aux Parcelles, bon, où j'ai fait mon CAP. Bon, je vais vous dire mon cursus. Tout à fait, ça nous intéresse, tout à fait. Donc, après avoir décroché le CAP, c'est un diplôme professionnel. Donc, je suis affectée à Fass Mbao. Je suis restée là-bas pendant des années. Après, j'ai rejoint mon mari, je me suis mariée, j'ai rejoint mon mari au Parcelles Assainies. Là aussi, je suis restée des années avant de venir ici à Kounou. À un moment donné, il fallait maintenant changer. Bon, puisque j'ai fait plus de 20 ans dans l'enseignement à l'élémentaire, il fallait maintenant voir qu'est-ce que je pourrais faire après, etc. Donc, l'appétit venant en mangeant, je me suis inscrite en sociologie à l'université parce que je voulais tellement aller à l'université. Je me suis inscrite à l'université en sociologie jusqu'en maîtrise. Et puisque je tenais une classe en même temps, j'allais à l'université. Et j'ai pu laisser l'université pour faire le concours de l'École nationale des arts. Je suis repartie en formation pour faire 4 ans à l'École nationale des arts et revenir comme professeur de musique. Mais les études, moi j'aime les études.
Oui. Je suis repartie pour faire un test d'entrée à l'ENEA, comme pour décrocher le diplôme d'ingénieur en aménagement du territoire. Donc voilà le cursus. Ah oui, vous êtes diplômé en... Ah oui. Ah ouais? Donc voilà le cursus. Félicitations. Mais jusqu'à présent, je fais des formations par-ci, par-là, en numérique surtout. Les enfants sont là maintenant, il faut les laisser continuer. Et je fais un coucou à mes enfants qui sont à l'extérieur, qui me disent souvent, maman, ça va maintenant, il faut arrêter. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous allons continuer. Elle n'a qu'à arrêter, hein, vraiment. Maintenant, c'est à vous maintenant vraiment de... Mais je sais que vraiment, c'est passionnant. Est-ce que ça a été facile pour vous, tout ce parcours que vous venez de nous dire là? Non, pas du tout. Parfois, c'était difficile. Ouais. Étant femme mariée, parfois, je faisais les examens en état de grossesse. Hein? Je faisais des concours, je faisais des examens. Mais c'était une passion. Une passion, exactement. C'était une passion. Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup appris. Et comme anecdote, il y a un inspecteur de l'enseignement, après la sortie à l'école normale, après l'examen de sortie, il me dit, Thioro, tu as fait une formation de qualité. Mais il te reste encore du chemin à faire. Et je lui demande, quel chemin encore je dois faire? Vraiment. Il me dit, à l'école normale, vous recevez une formation de qualité, mais il faut militer dans un syndicat. Ouais. Ou bien, militer dans un parti politique, c'est pour compléter ta formation. Parce qu'il te reste encore beaucoup de choses. Je n'avais rien compris. Alors, je me suis dit, je vais militer dans un syndicat. Alors, j'ai milité à l'UDEN. Et là, je profite de l'occasion vraiment pour remercier Mamadou Diop Castro, qui nous a bien formés, lui aussi, dans le syndicalisme. Qui nous a formés, formatés, qui nous a appris beaucoup de choses. Super. Donc, j'ai milité dans le syndicalisme à l'UDEN jusqu'à même occuper un poste au niveau du bureau exécutif national. Super. Félicitations. Tu as vu? Et j'ai beaucoup appris avec les collègues qui étaient là, les camarades syndicalistes, de notre syndicat, d'autres syndicats, etc., etc. Avec ce brassage, j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience. Vous avez compris finalement le message que le monsieur vous a... Alors j'ai bien compris. Tout à fait. Et je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin. Je me suis dit, il me reste maintenant la politique. Je suis entrée en politique en 2001. On va y revenir, la politique. On va y revenir. C'est inscrit dans l'agenda. Ah, d'abord, avant de revenir justement en politique, dites-nous aujourd'hui quel regard lancez-vous dans le rétroviseur actuellement dans l'enseignement, le système éducatif sénégalais actuel? Quel est votre avis avec toute votre expérience passée dans l'enseignement? Bon, le regard que je peux porter, c'est un regard de regret. De regret parce que actuellement, les enseignants sont formés au rabais. Nous avions fait 4 ans. 4 ans fermes pour être enseignants de l'élémentaire. De l'élémentaire, je dis. Mais actuellement, les enseignants ne sont pas formés durant même pas 1 an. Ils ne font même pas 1 an. On me dira que peut-être en son temps, c'était le niveau du BFM. Mais quel BFM? Actuellement, nous recevons au niveau de l'EFI, au niveau du CRFPE, parce qu'on a changé de nom. Oui, tout à fait, on a changé de nom. Donc, au niveau du CRFPE, nous recevons des bacheliers, des maîtrisards. Centre régional de formation des personnes et d'éducation de Dakar, situé à Rufisque. Hein? Exactement. Donc, ils ont des diplômes universitaires. Mais quel diplôme universitaire? Avant, l'école normale recevait des élèves, je veux dire, qui ont le BFM, mais avec un bon niveau. Et on nous formait pendant 4 ans, rien que dans l'enseignement, à l'enseignement. Donc, c'est pourquoi je vous dis, j'ai un regret.
Parce que l'école normale, on ne devrait pas supprimer l'école normale. Mais on nous disait en son temps que l'école normale coûtait trop cher. Et il fallait tout de suite et maintenant former le maximum d'enseignants productifs tout de suite et maintenant. Formation accélérée. Accélérée. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de réformes, beaucoup de réformes. Et jusqu'à présent, les réformes continuent. Le CRFPE est dans cette réforme, dans ces réformes-là. Ce n'est pas encore terminé. On attend le statut des formateurs. Et j'en profite pour le dire. Le statut des formateurs au niveau des CRFPE. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore terminé. Ceci étant, il y a toujours une répercussion au niveau des enfants. Effectivement. Effectivement. La formation de l'enfant. Et souvent, on me dit, Madame, avant, il y avait l'éducation civique, sanitaire et morale. Actuellement, est-ce qu'il y a l'éducation civique, morale et sanitaire à l'école? Et je me rappelle, chaque jour, le matin de très bonne heure, on faisait 15 minutes. Éducation morale, ou bien éducation sanitaire, ou bien éducation civique. Formation des habitudes de l'enfant. On nous parle de crise de valeur actuellement. Il faut interroger l'éducation. Est-ce que l'école n'a pas également failli à sa mission dans ça? Bon, c'est vrai que les parents ont aussi leurs responsabilités, c'est partagé. Tout le monde est responsable. Tout à fait, c'est partagé. Tout le monde est responsable. Les responsabilités sont partagées. Les parents, les enseignants, le système en tant que tel. L'État, justement, voilà, c'est ça. Parce que c'est l'État qui oriente. C'est l'État qui définit même le système. La politique éducative. Et ça fait un mois, je pense, ou deux mois, les élèves ont demandé la révision du programme. Pourquoi ils demandent la révision du programme? Maintenant, les enfants sont conscients. Et il faut s'interroger pourquoi ces enfants-là demandent l'allègement du programme. Ce qu'on apprend à nos enfants, est-ce que c'est toujours utile? Ce qu'on a appris depuis les années 60, c'est ça qu'on apprend jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas évident de faire vraiment qu'un devoir un gosse obtenir le bac, aller à l'université chez Anta Diop, prévenir encore faire une autre formation dans un privé, donc il perd beaucoup de temps. Je pense qu'il faudrait réorienter les enseignements apprentissages. Enseignement encyclopédique sans rien faire, comment dirais, sans application. C'est caduque en plus. Sans application, on ne peut rien faire avec nos mains. Il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. Je pense qu'il faudrait réorienter la politique éducative pour que l'enfant, dès le moyen secondaire, qu'il puisse, au moins dans l'enseignement professionnel, qu'il puisse faire quelque chose, pour qu'il soit productif. D'accord. Je rappelle également que vous êtes conseillère municipale, mais au-delà de ça, vous êtes également la présidente de la prestigieuse commission éducation-formation au niveau de la commune de Sangalkam. Dites-nous comment se porte aujourd'hui cette commission dont vous dirigez. Voilà, donc vous me donnez l'occasion vraiment, Mané, de remercier M. le maire parce qu'il m'a confié cette commission. Pour moi, c'est la plus importante même. Bon, on peut le dire. On peut dire, elle fait partie des plus importantes. On peut le dire. Ouais. Il m'a confié cette commission-là et il me laisse travailler, vraiment. Et il a eu confiance en moi. Donc, je le remercie pour cela. Depuis qu'on nous a élus, c'est tout juste un an. Hein? Oui, bientôt. C'est tout juste un an. Ouais. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par la commune. Le maire a tout fait pour vraiment mettre à l'aise les enseignants pendant les examens, au niveau des centres, au niveau des jurys, et les élèves aussi. Il a donné des fournitures scolaires aux élèves. Il a octroyé au codec des imprimantes. C'est quoi les codecs?
pas des imprimantes, mais comment dirais-je, des rames de papier. Photocopier. Pour la photocopie, des épreuves, etc. Et il a pris en charge beaucoup d'étudiants pour leur formation. On a trouvé maintenant une situation un peu dure, mais il a tout fait vraiment pour prendre en charge certains étudiants qui étaient dans le besoin en termes de formation, des étudiants et des élèves. On a distribué des tables bancs et réfectionné quelques toilettes et on compte continuer le travail parce que nous venons tout juste de faire 1 an. C'est ça qui m'a étonné. Vous venez fraîchement d'arriver et vous parvenez à faire tout cela. Mais le besoin était là. Le besoin est là et on nous a élus pour servir la nation, pour servir les populations. Ce n'est pas évident quand même. Et le maire est dans ça. Il est à l'écoute de sa population. Parfois même, il me dit, Thioro, ta commission là, vraiment, j'ai beaucoup fait pour ta commission. Et là, je lui dis que c'est normal, c'est l'éducation. L'éducation et la santé, vraiment, c'est des domaines à ne pas négliger. Primordial. Et il ne les néglige pas. On compte construire des salles de classe, réfectionner les toilettes existantes. Et actuellement, on est en train de mettre, comment dirais-je, de l'adduction d'eau. Il y a des adductions d'eau au niveau des écoles qui n'en ont pas. Il a délibéré, même pour le lycée de Kounoune, on a délibéré sur un terrain qui se trouve au niveau des HLM pour recevoir un lycée. Kounoune n'a pas de lycée? Non, on a un lycée, mais les élèves sont à l'étroit. Okay. Il y a des effectifs pléthoriques dans les classes. C'est pourquoi certains se déplacent même à aller jusqu'à Rufisque. Exactement. Donc, pour décongestionner le lycée de Kounoune, on a délibéré sur un terrain aux HLM vraiment pour construire un lycée digne de ce nom. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, qu'on va faire. Et on est en train de mettre, comment dirais-je, d'y aller petit à petit. Et nous demandons à la population d'être patiente. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Paraît-il. C'est pas facile. Oui. Mais nous allons atteindre nos objectifs, Inch'Allah. Atteindre l'objectif, Madame Diarraté Thioro Gaye, présidente de la commission éducation, formation au niveau de la commune de Sangalkam. Nous allons parler politique parce que vous le savez très bien, vous êtes en train de le constater avec moi, c'est une dame qui touche à tout. À la fois, elle a différentes casquettes, casquette de société civile, casquette syndicaliste, casquette professeur, en tout cas formatrice. Maintenant, une nouvelle casquette. Vous êtes également dans la politique. Cette passion, d'où est venue pour vous vraiment de militer pour une première fois dans un parti politique? La passion politique. Je le disais tantôt, Mané, après avoir milité dans le syndicat de l'UDEN, où j'ai acquis beaucoup d'expérience. Vous savez, au niveau des syndicats, comme on dit, on lutte pour les, comment dirais-je, pour les intérêts matériels et moraux des enseignants. Oui. Donc, des enseignants, pas de la population, mais des enseignants. Mais quand je suis venue ici à Kounoune, je me suis rendu compte que les populations aussi ont besoin d'être défendues. Au niveau de la cité, le vrai syndicaliste, au niveau de la cité, on avait des problèmes de transport, d'école, etc. Il y avait beaucoup de problèmes. Il fallait maintenant s'adresser aux politiques. Et comment s'adresser aux politiques? Il fallait militer dans un parti politique pour pouvoir porter une voix. Ouais, exactement. Tout à fait. Pour avoir un cadre d'échange, pour avoir un cadre où on met sur la table les problèmes de la population. À l'époque, votre localité faisait partie de la commune de Bambilor. De la commune de Sangalkam. Des communes de Bambilor. Du comité rural, de la communauté rurale oui, à l'époque, oui, communauté rurale de Sangalkam à l'époque. Il n'y avait pas de découpage. Ah oui, tout à fait. Et la communalisation intégrale est venue après. Oui.
Donc, il y avait la communauté rurale de Sangalkam, la grande communauté rurale de Sangalkam, Tout se dirigée par regroupait. M. Omar Gueye. Ouais. Donc, on a milité dans le PDS avec Omar Gueye. On est allé rejoindre Omar Gueye dans le PDS. Vous avez trouvé Omar Gueye dans le PDS? Mais bien sûr, on a milité ensemble. On a travaillé ensemble. C'était, comme je le dis, pour vraiment revendiquer un mieux-être au niveau de la cité et les environs. C'est ça qui m'a fait entrer dans la politique. Voilà. Après la communauté rurale de Sangalkam, est venue la commune de Bambilor. Vous êtes retrouvé dans cette commune. Expliquez-nous aussi ce processus, comment ça s'est passé. Oui, après il y a eu beaucoup de changements de statut. On nous balayait par-ci, par-là. Oui. Hein? Tantôt, on est dans la commune de Sangalkam, tantôt dans la commune de Bambilor, tantôt un ballonnement total. Il y a eu des délégations spéciales, oui, etc. Oui. Il y a eu beaucoup de soubresauts politiques. Donc, à un moment donné, on faisait partie de la commune de Bambilor. D'où vous étiez aussi conseillère municipale? Non. Vous n'avez jamais été conseillère? Non, j'avais toujours refusé d'être, comment dirais-je, conseillère. Ah oui. Parce que, vous savez, la politique, Mané, vous le savez mieux que moi. On me disait souvent, gordo def politique. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Des médisances, des tiraillements, des disputes, des calomnies. Il y a beaucoup de choses. C'est la façon de faire de la politique. Merci beaucoup. Sinon, la politique en tant que telle n'est pas mauvaise. C'est tout simplement l'art de bien gérer. La politique, c'est l'art de bien gérer la cité. C'est ça. Mais c'est galvaudé. Oui, tout à fait. Là, je suis d'accord avec vous. C'est clair. C'est bon, c'est pas galvaudé, mais on a changé le contenu. Exactement. Il y a du n'importe quoi dans la politique. Actuellement, j'ai envie même de tout laisser tomber. Je vous le dis, hein. Parce que la politique, vraiment, il y a beaucoup, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. La manière dont on fait la politique, moi, j'ai pas cet entendement-là. Ça dégoûte parfois, c'est vrai. Ça dégoûte parfois. Mais on a travaillé, je n'ai jamais voulu être conseillère à cause de ça. J'ai travaillé avec Diagne. Après, il y a eu le découpage. Et là, pour le découpage, on demandait notre commune. Hein, exactement. Pour gérer nos... Oui, ce combat de communalisation. Tout à fait. On vous a vu même au devant de la scène durant tout le processus. J'étais dans le combat. Tout à fait, oui. Parce qu'on voulait gérer nous-mêmes notre destin. Gérer nos ressources. Mais malheureusement, on nous a encore découpé. Et on a encore la commune de Sangalkam. Mais à l'époque, pour moi... je dis heureusement. Heureusement, parce qu'on s'est battu pour être élu au niveau de la commune de Sangalkam et gérer la commune. Mais à l'époque de communalisation, pour moi, le plus facile était de rencontrer à l'époque le ministre qui était même en charge de ce domaine, s'asseoir, parler avec lui, certainement. Peut-être qu'il allait quand même vous accompagner dans ce processus pour avoir peut-être votre commune ou bien vous faire rattacher à la commune de Sangalkam. Après, vous avez fait un combat avec un groupe pour aller, bon, peut-être qu'il y a quand même la chance. On a essayé, on a tout essayé. On a tout essayé, Mané. On a tout essayé, mais enfin. Mais comme on dit, Dieu fait bien les choses. On avait demandé une communalisation avec les 5 villages et quelques cités. Le ministre d'alors, Omar Gueye, en a fait autrement. Non seulement on a hérité des 5 villages et les cités, mais en plus de cela, on a pris Sangalkam. Donc c'est tant mieux. Vous demandez la moitié, finalement, vous avez l'intégralité. Voilà, c'est ça. Donc Dieu est juste. Oui. Dieu est juste. Et au Sénégal, ce qu'il faut dire, c'est que les gens s'agrippent au pouvoir. Et il faudrait quand même qu'on sache partir à temps. Parce que moi, je suis étonné lorsque vous me dites que vous avez milité dans le même parti que Omar Gueye à l'époque. Oui. Et sur Omar Gueye, bon, certains sont nés, le trouvent ici jusqu'à présent. Bon. Ensuite, au Réumi. Mais on s'agrippe comme ça au pouvoir. Vraiment, c'est décevant, quoi.
les découpages administratifs, quelle a été votre implication, votre avis dans ce décret tout récemment? Dans ce décret? Mais on dit alhamdulillah. Au départ, on était sceptiques. Hein? On n'était pas d'accord. Et c'était normal. Mais quand je disais souvent à mes amis, nous avons le plan A, c'est-à-dire avoir la communalisation. Mais en bon syndicaliste, on a toujours un plan B et un plan C. Je disais ça aux gens là. Ils me disaient non, nous n'avons qu'un seul plan, c'est le plan A. Ah, voilà. Maintenant, après, ils ont compris qu'il fallait un plan B. Le plan B, c'était ça. C'est-à-dire, on devait former un bloc et mettre devant quelqu'un qui pouvait battre Omar Gueye. C'est là où ce qu'on a fait. Le choix du maire. Le choix était très difficile. Quelle a été votre rencontre, une première rencontre, prise de contact? Vous l'avez connu où exactement? En Qui quelle ça? année? Pape Sow. Le maire, oui, actuel? Non, le maire Pape Sow, on l'a connu avant même la avant la mairie. Hein. Parce que c'est un, comment dirais-je, c'est un gars, excusez-moi, c'est un homme très courtois. C'est un homme sociable. Et il a beaucoup investi dans sa population, dans sa famille, au niveau de ses amis, au niveau des quartiers qui nous entourent. Il a beaucoup investi. Bien avant d'être... Avant la communalisation. C'est pourquoi on s'est dit, c'est le bon choix. Il faut porter le choix sur cet homme-là. Parce qu'il assiste la population, il est ouvert, il fait des œuvres sociales, vraiment, à toute la population, sans distinction d'ethnie, comment dirais-je, de religion. Il fait du bien. Est-ce qu'à l'époque, en choisissant l'actuel maire, Pape Sow, pour vraiment le mettre en face du tout-puissant à l'époque, pour ne pas reprendre l'expression de mon confrère Ibrahim Aka, qu'il a dit l'autre jour devant lui, est-ce que vraiment à l'époque, c'était vraiment quand même facile pour vous, vraiment? Est-ce que vous y espérez vraiment? C'était pas facile. Omar Gueye, à l'époque, c'était quand même Baobab qui était là, intouchable. Même ceux qui venaient nous voir nous disaient, attention. Mais attention, vous êtes en face de vous, hein, un grand politicien, tacticien, un très grand politicien. Mais je disais souvent, Yallah est fal. Et nous sommes sur la bonne voie. Et d'après nos rencontres, les rencontres que nous avions un peu partout là, à travers la commune, on était confiants. Hein? On était confiants. On savait qu'on tenait le bon bout. Le bon bout. Oui. Aujourd'hui, de manière ramassée, quel bilan globalement, de manière très synthétisée, on ne peut pas dire dans tous les secteurs. Oui. Quel regard lancez-vous à la gestion de l'actuel maire à un mois, à une année de sa gestion? Bon, c'est une gestion vraiment transparente, je peux le dire. Parce que tout ce que le maire fait, tout ce qu'il dit, il vient en conseil, il parle avec tout le monde. Il met sur la table les projets. Et chacun prend la parole pour dire ce qu'il pense. Il y a des réunions, il y a des rencontres et les commissions fonctionnent. Il y a des présidents de commission, il y a des membres pour toutes les commissions et ça fonctionne. Nous avons même créé un comité de sages pour que, parce que, comme on dit souvent, Khalé, toujours day andak mak. Les jeunes ne peuvent pas aller seuls sans les sages. Les personnes âgées, je veux dire. C'est important. Il y a des imams. Imam Touré, Tonton Brahma et toute cette... Brahma est là, il est très, très calé en matière de décentralisation. Exactement, oui. Et il nous aide beaucoup, Brahma. Je le remercie au passage. Tonton Touré aussi, Imam Touré. Imam Touré aussi nous accompagne dans beaucoup de choses. Il a été au niveau de la commune de Dakar. À l'époque, avec Pape Diop. Voilà, avec Pape Diop. Hein? Donc, c'est des gens qui sont là, qui nous guident, pour mettre qui nous orientent. Leur expertise à la disposition exactement, de la commune. Qui nous orientent, qui nous parlent de leur expérience, etc., etc. Donc, je vois que vraiment, ça commence à prendre forme.
Et ça commence à changer. Et les gens apprécient. Parce que parfois, nous posons des questions par-ci, par-là pour voir l'état d'esprit de la population par rapport à la gestion. Tout à fait. Mais il y a un bon retour. On peut dire le que retour vraiment, les gens apprécient. Positif, d'accord. Et ce que nous disons au maire maintenant, c'est de rester sur cette lancée-là. Vous allez lancer le message au maire. Mais avant ça, d'abord, effectivement, le 8 mars, on l'a vu. Oui. Vous avez vraiment quand même gâté une première dans la zone. Une maison de la femme acquise. Plus de 100 millions de financements attendus. Oui, vraiment. Aujourd'hui, quel est votre... Nous applaudissons. Nous disons félicitations à monsieur le maire et à son équipe. Et quand je dis l'équipe de monsieur le maire, c'est les adjoints et les adjointes. Le bureau. Il y a Adra Mendoy, qui est la première adjointe, qui a fait un travail colossal. Il y a aussi Abiwatch, il y a Binte Diop, les adjointes qui se sont battues et qui ont organisé une fête vraiment à la hauteur des ambitions. Tout à fait. Et le maire a cédé un terrain vraiment pour accueillir la maison de la femme. Et je pense que c'est une première. Et on a applaudi. Et tous les maires devraient faire comme ça. Parce que les femmes, pour avoir l'autonomisation des femmes, il faut que les collectivités territoriales appuient les groupements de femmes, appuient les organisations de femmes, vraiment, et les soutenir. En plus de cela, le maire a donné un chèque de 10 millions et il compte encore donner encore 10 millions. Ça fera 20 millions pour un financement. Donc, le dernier message, précisément le message au maire et à toute la commune. Bon, le dernier message, c'est des messages de remerciement. Remercier d'abord le Dakarois 221. Dakarois 221. Remercier la population de Sangalkam. Remercier les femmes. Remercier le maire. Remercier ma famille. Mes enfants, mon mari. Je remercie tout le monde. Mais je voudrais terminer par un vœu. Ce vœu-là, c'est à l'endroit du maire. Que rapidement, parce qu'il y en a qui ont donné déjà... Face aux caméras pour lancer le message. Il y a des donateurs qui ont déjà remis des tonnes de ciment pour la construction de la maison de la femme. Oui. Que les autres appuient. Et, monsieur le maire, nous voulons, dans un délai très court, avoir cette maison. La livraison de la maison, monsieur le maire. Et aussi, une salle informatique pour former les femmes en numérique, en digital, pour que leurs activités soient vraiment au top. D'accord. Voilà, les deux liances. Justement, dernier mot en même temps de Mme Diaraté Thioro Gaye, conseillère municipale, présidente de la commission éducation, formation au niveau de la mairie de Sangalkam, mais également enseignante et formatrice au niveau du CRFP, Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar, situé précisément à Rufisque, évidemment. Mais également, elle est syndicaliste, secrétaire générale du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On peut en citer beaucoup, mais on s'en arrête là pour aujourd'hui. Madame Diaraté, vraiment, ça a été pour nous un excellent plaisir de vous recevoir sur le plateau de Dakarois 221. Le plaisir est partagé, Mané. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Pour d'autres. Inch'Allah, d'autres entretiens, d'autres plateaux. Voilà. Merci, chers amis, chers abonnés, chers téléspectateurs de Dakarois 221. C'en est tout pour aujourd'hui. Mais restez connectés sur toutes les différentes plateformes digitales, le Dakarois 221, pour être au top de l'actualité et nos grands rendez-vous débats d'actualité et nos différentes rubriques. Mesdames et messieurs, merci également à toute l'équipe technique conduite par M. Ibrahim Khalil Diawara. Merci à la rédaction conduite par M. Ibrahim Aka. Merci à toute la production. Merci à la régie, à tous les techniciens. Merci au personnel. Merci à la direction générale. On se retrouve dimanche prochain avec un autre invité dans un nouveau numéro. D'ici là, extension de programme sur le Dakarois 221. Merci beaucoup. Bye bye.